Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi évidemment ravi de participer à cette journée. Et donc je vais, à la suite de Lucille ce matin, vous présenter donc la deuxième partie de nos conclusions consacrée au plan d'action. On a entendu une certaine impatience dans la matinée, mais nous reviendrons plusieurs fois sur le fait que c'est très important, avant de proposer des solutions, et ce n'est pas les vétérinaires qui vont me contredire, de formuler d'abord un bon diagnostic. Et donc qu'il est vraiment très important d'articuler, et le président Larcher l'a rappelé à l'instant, les actions qu'on va proposer sur des constats étayés et pas seulement sur les idées qu'on peut avoir au départ de manière peut-être quelquefois un peu préconçue. Alors pour présenter ça, donc, nous aurons dans un premier temps un retour sur la méthode. Un des apports de cette AMI a été de nous donner des informations sur la méthode qui a été mise en œuvre, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et donc finalement de proposer notamment à d'autres territoires qui souhaiteraient suivre le même chemin quelques points de recommandation. Le deuxième point, qui a été déjà abordé dans la deuxième table ronde, mais on a effectivement beaucoup de dispositifs qui existent et qui méritent soit d'être activés, soit d'être complétés, soit éventuellement réformés. Et puis, on aura probablement aussi des solutions nouvelles à mettre en place. Et ça fera aussi l'objet de la troisième table ronde. Et puis ensuite, parce qu'on ne peut pas tout résoudre, nous terminerons par deux points qui, à ce jour, ne nous semblent pas résolus. Alors, en termes de méthode de diagnostic de plan d'action, qu'est-ce que l'on a compris à la suite de l'AMI? On formule donc 5 recommandations principales. Beaucoup ont été très bien présentées, notamment dans la première table ronde, qui était très riche de ce point de vue-là. Bon. La notion de territoire. Alors, évidemment, je parle après Gérard Larcher, donc je ne vais pas... mais on dit toujours que la profession vétérinaire est une profession territorialisée. C'est-à-dire qu'on est vraiment... et on doit s'organiser en fonction des caractéristiques de son territoire. Donc, avoir un territoire d'études suffisamment homogène, c'est à la fois nécessaire et ce n'est pas toujours facile. Je vais prendre un exemple en forme de mea culpa, si vous le voulez bien, puisque notamment le territoire de la Sarthe nous a insisté beaucoup en disant qu'il faut qu'on prenne l'ensemble du département. Et nous les avons beaucoup challengés là-dessus en disant mais vous êtes vraiment sûr? Parce que c'est quand même très différent la Sarthe. On a quasiment un prolongement du bassin parisien d'un côté, de l'autre côté c'est déjà la Mayenne, c'est plus du tout la même chose. Et on les a challengés, mais en fait, ils avaient raison. Et quand on a vu à la fin leur plan d'action, on s'est aperçu que c'était assez logique de raisonner sur ce territoire. Vous l'avez vu ce matin. En revanche, par exemple, en Dordogne, c'était important de travailler uniquement sur une bande un petit peu bizarre au centre du département. En Haute-Loire, département qui m'est cher aussi, parce que j'y suis né, l'ouest de la Haute-Loire était aussi un territoire suffisamment homogène. Même la région Île-de-France, on va dire la région Île-de-France, une région tout entière. Oui, mais la région Île-de-France a des caractéristiques telles que c'était probablement effectivement pertinent de le faire. Deuxième idée, rassembler toutes les parties prenantes. Et là, par exemple, on peut saluer ce qui a été fait dans l'Aude, où effectivement on a eu toutes les parties prenantes. C'est-à-dire non seulement les organisations professionnelles vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles, on pense d'emblée à ça, mais également les collectivités. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a été très très bien fait dans beaucoup d'endroits, mais spécifiquement dans l'Aude, et je crois qu'on peut saluer cette démarche. Troisième idée, oui, tout le monde autour de la table, mais il faut quand même un chef de file clair et légitime. Je crois que Guy Pérez l'a bien présenté ce matin. Il faut aussi coordonner les actions. Et donc, un chef de file, ce n'est pas celui qui fait tout, mais c'est celui qui entraîne, qui synthétise, qui stimule aussi de temps en temps, avec quelques rappels parfois utiles. Quatrième point, la mobilisation de moyens adaptés, donc soit des moyens internes, soit des moyens délégués avec des intervenants extérieurs, mais ça prend du temps et donc ça prend aussi de l'argent. Et donc si on n'a pas suffisamment de moyens, on reste souvent sur des choses un peu décevantes. Et le dernier point, c'est par ça que j'avais commencé, c'est qu'il est très important que les actions soient vraiment articulées sur un constat et sur un diagnostic, et pas uniquement sur des idées qu'on peut avoir ou sur des constatations nationales. Parce que ce qui est vrai dans un territoire peut ne pas l'être dans un autre. Donc voilà les 5 recommandations qu'on a retenues de ces 11 expériences. Il y en a probablement d'autres, mais vraiment c'est le legs que l'on peut faire au territoire suivant.
Ensuite, un principe général. Alors un principe général, c'est que évidemment, ça a été présenté par Lucille ce matin, les situations sont très différentes d'un territoire à l'autre. On ne peut pas comparer ce qui se passe à Bénévent-l'Abbaye dans la Creuse, et puis, même s'il existe des abbayes dans la vallée chevreuse, c'est quand même très très différent de ce qui se passe dans la Creuse. Donc situation très différente, évidemment, tout le monde comprend, des plans d'action personnalisés. Oui, mais le complément, ça c'est assez évident, mais le complément c'est sur la base d'une boîte à outils commun. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des outils, on ne va pas utiliser les mêmes, pas forcément exactement de la même manière, mais pas non plus réinventer la roue à chaque fois. Il y a des choses qui peuvent être prises en compte. Donc ça, c'est le principe général également qu'on propose en termes de méthode. Donc deuxième point, j'en viens à l'activation de dispositifs existants. Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est que ces 11 réponses à l'AMI ont été extrêmement riches. Ça a été aussi souligné par Lucille ce matin. Donc ça a été long à dépouiller. Évidemment, on ne peut pas tout reprendre aujourd'hui. Donc par avance, j'aurais présenté toutes nos excuses. Au fait, que peut-être certains points importants ne seront pas évoqués aujourd'hui parce que c'est juste matériellement impossible. Mais on a essayé de faire une sélection et de prendre quelques exemples. Et j'espère qu'on a fait le bon choix. Alors, un premier point très important sur recrutement, intégration, rétention des jeunes vétérinaires. Il ne suffit pas de les recruter, il faut qu'ils restent encore. Et donc, par exemple, là aussi, je citerai l'Aude qui a fait une enquête super intéressante de prendre tous les gens qui étaient venus travailler dans l'Aude et qui ont été repartis, je crois, sur une période d'à peu près 5 ans. C'était vraiment intéressant. Ils sont tous repartis contents, mais repartis, évidemment, puisque c'était l'échantillon. Et donc, mais c'était important de savoir qu'ils avaient eu quand même une bonne expérience et essayer de mieux comprendre pourquoi on n'avait pas réussi peut-être à les retenir. Bon, le premier point à évoquer là-dessus, c'est le dispositif des stages et notamment des stages tutorés. Alors, juste un point là-dessus, pour qu'on se mette bien au clair. Effectivement, on manque de vétérinaires en France, mais 2 remarques par rapport à ça. Premièrement, la montée en puissance de la formation en France, elle est déjà en cours. Je pense que ça vous sera présenté par la suite. Mais en gros, en 12 ans, on va avoir augmenté de 50%, ce qui est quand même extrêmement important. Et deuxièmement, en ce qui concerne ce manque de vétérinaires, je suis désolé peut-être de dire quelque chose de pas attendu ici, mais le principal déficit, c'est un déficit en canine. Ce n'est pas un déficit en production animale. Pour une raison simple, c'est que le marché de la canine se développe beaucoup plus vite, donc c'est celui qui tire. En revanche, en production animale, on a à la fois un effort de formation, Fanny l'a rappelé ce matin, extrêmement intéressant. Moi, j'étais formé, désolé de le dire, mais j'étais diplômé en 1984. En 1984, on avait moins d'étudiants préparés à la rurale et nettement moins bien préparés qu'aujourd'hui, en 2022. En revanche, effectivement, ces jeunes particulièrement formés, eux souhaitent faire beaucoup de rural. C'était déjà présenté par... Et donc, ils vont dans les grands bassins de production. Or, ce dont on parle aujourd'hui, c'est assez peu des grands bassins de production. Et Bertrand Guin l'a rappelé aussi. Lui, là où il est, il en a trop, il nous a dit, des vétérinaires. Il exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il en trouve. Mais dans les endroits qui nous intéressent aujourd'hui, c'est des endroits où on fait de la rurale, mais pas que, et on en fait plutôt un peu moins qu'ailleurs. Et ça, c'est une difficulté majeure. Donc, ces stages, et notamment les stages tutorés, sont des moyens très importants. Et là aussi, je reprends l'exemple de Bertrand Guin, où il a pu recruter dans sa structure, dans un territoire qui n'est pas très proche de grandes métropoles. Il recrute assez facilement parce que depuis longtemps, il a tissé des liens avec les écoles vétérinaires, notamment une en particulier. Et donc, ces stages et ces stages tutorés sont très importants. En termes quantitatifs, quand on regarde les choses d'un point de vue, pour le coup, national, on se dit qu'on est probablement au bout du dispositif. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'il faut mettre 20% de stages tutorés en plus, en tout cas dans les 4 ENV, c'est probablement une idée sans issue. Pourquoi? Parce que on est déjà nettement plus d'une centaine de stages tutorés. Par rapport aux effectifs que l'on a en place, c'est raisonnable. En revanche, on peut peut-être effectivement faire évoluer certaines règles, dont certaines sont en train d'évoluer. On avait une proposition issue du département de la Dordogne, peut-être de proposer à certaines structures qui sont trop petites pour accueillir toutes seules un stage tutoré, de s'associer à une structure plus grosse pour pouvoir faire ce type de tandem. On a aussi, dans la mesure où une grosse partie des recrutements sont fournis par des universités étrangères, tant que c'est le cas, se poser la question de se dire, est-ce que finalement, alors
probablement pas sur financement national, parce que là, c'est peut-être une question un petit peu plus difficile, mais peut-être sur des financements locaux, ouvrir à certains diplômés, et évidemment avec un cadre à définir académique. Et ça, c'était une proposition du Nord du Cher, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à ces jeunes Français, diplômés, ou Européens d'ailleurs, formés à l'étranger, un dispositif permettant aussi une meilleure insertion. Et puis on a un autre débat qui a été ouvert, et notamment dans la Sarthe, un débat sur l'intérêt de stages tutorés mixtes. Et là, j'avoue que c'est un débat qui est plus complexe, parce que si on reconnaît tous qu'effectivement, dans ces territoires-là, les vétérinaires vont avoir une activité mixte, il n'est pas absolument certain que la meilleure manière de les former soit par un stage tutoré mixte. Mais c'est peut-être plutôt une combinaison de l'apprentissage d'activité canine en milieu académique et un stage tutoré pour avoir un bagage en un temps relativement court et intense dans le domaine rural. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, le logement. Le logement, on a eu vraiment bravo pour les territoires. Il y a eu une énorme réflexion sur le logement, et y compris des réflexions assez nouvelles. Par exemple, le logement à la clinique. Beaucoup de vétérinaires nous ont dit, bah oui, nous, on a beaucoup investi sur le logement des jeunes stagiaires ou même des jeunes vétérinaires qui arrivent à la clinique. On se rend compte que ce n'est pas une solution optimale. Pourquoi? D'abord parce que la clinique, ce n'est pas un lieu de socialisation, c'est un lieu de travail. Et ensuite, ça ne permet pas de couper justement entre vie personnelle et vie professionnelle. Et là, notamment dans le bassin d'Aurillac et dans l'ouest de la Haute-Loire, on a des démarches extrêmement intéressantes pour mettre en place, et pas spécifiquement pour des vétérinaires, mais des logements de transition ou d'insertion pour des jeunes professionnels, que ce soit des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, n'importe quel type de formation, qui deviennent aussi des lieux de socialisation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut être utilement travaillé. Et puis sur l'attractivité des territoires, là je vais citer notamment Guy Peretz, qui ne m'écoute pas, mais parce qu'il est perturbé, hein, mais voilà. Donc, et qui effectivement, avec des initiatives de mise en place de services de conciergerie, permettant de prendre en charge, en fonction des gens, soit la recherche d'un emploi pour le conjoint, soit d'un lieu de scolarisation pour les enfants ou d'autres choses. Deuxième idée importante, dans des dispositifs qui existent déjà, c'est l'articulation vétérinaire de première ligne et vétérinaire, alors là j'ai mis des guillemets parce qu'évidemment je ne voudrais pas choquer personne, spécialisé. Je fais référence à aucun diplôme de spécialiste, mais des vétérinaires disposant d'une compétence supplémentaire. Donc, soit pour des services élaborés en élevage sur des cas référés, et là aussi on a un exemple dans la Sarthe. La Sarthe, il y a notamment la proximité de la Mayenne, donc il y a la possibilité de faire venir des confrères sur des distances relativement courtes pour des interventions en élevage, avec un mécanisme de cas référé tout à fait classique, mais ça c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait probablement favoriser. C'est quelque chose de fréquent en canine, c'est quelque chose d'assez peu développé encore en rural, ou sur des gestes techniques ou des cas difficiles, soit par téléassistance ou téléexpertise. Et là, l'exemple de l'Île-de-France, d'ailleurs, qui était présenté dans la vidéo assez brièvement, mais de manière très pertinente, permettrait également de le faire. Alors ça, c'est un point, évidemment, en production animale. On peut imaginer, bon, j'ai vraiment quelque chose de plus complexe. Je suis, par exemple, en téléexpertise avec un spécialiste, avec un vétérinaire intervenant plus souvent en aviculture ou en élevage de porc, et qui peut être très distant. Mais on pourrait imaginer, notamment un petit coucou à la VEF, les vétérinaires de première ligne sont par définition multi-espèces, ils peuvent se retrouver par rapport à un cas simple sur un équidé tout à fait capable de le gérer, un cas un petit peu moins simple, peut-être avoir un système d'astreinte permettant de leur mettre à disposition, soit en téléassistance, mais là ça demande d'être disponible en même temps, soit en téléexpertise, un confrère équin plus spécialisé. Ensuite, il y a un sujet sur lequel je veux revenir parce que c'est un sujet qu'il nous faut affronter. Ce matin, Lucie nous a expliqué le décrochage aussi en termes de profitabilité. Donc je vous rappelle là aussi une idée reçue, on n'observe pas de différence de profitabilité dans une activité mixte équilibrée entre les différents secteurs. En revanche, si l'activité rurale se marginalise, secondairement, elle va développer un vrai problème de profitabilité. Et ce développement secondaire, il est extrêmement simple. Il est lié à la perte du marché du médicament.
Et ça, c'est un point important. Après, si la situation est encore plus dégradée, alors là, on a d'autres facteurs de sous-profitabilité, notamment des déplacements et des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, sur ce point-là, ce que l'on constate, et ce que l'on constate des enquêtes éleveurs, ce matin, on nous a dit, on n'a pas beaucoup de retours sur les enquêtes éleveurs. Parlons des enquêtes éleveurs. Les éleveurs nous disent, vraiment dans tous les territoires, un niveau de satisfaction élevé, alors il y a des exceptions, mais qui sont vraiment de l'ordre de l'exception, par rapport aux services que leur rendent leurs vétérinaires. On n'a pas du tout d'insatisfaction, on a des niveaux de satisfaction élevés. Il y a un point sur lequel, de manière non pas majoritaire, mais fréquente, on va dire, il y a un motif d'insatisfaction, c'est le prix du médicament. Et donc ça, il faut en être conscient, parce que c'est un facteur de compétitivité important, et ça peut entraîner un découplage de fait. Vous vous rappelez le découplage, les combats que ça a entraîné. Et si on a ce découplage de fait, alors là, la profitabilité de la rurale, elle décroche complètement. Elle décroche, mais complètement. Donc les pistes de solutions là-dessus, sur ce point, eh bien en fait, et c'est très intéressant parce que on en a parlé ce matin, à la fois dans les questions, mais aussi Frédéric Jaffray l'a très bien présenté. On a deux écoles. On a une école libérale qui consiste à dire c'est simple, on s'organise entre entreprises, on sait faire, mutualisation des achats, plus veille concurrentielle, on sera compétitif, on peut le faire. De nombreux vétérinaires savent le faire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les éleveurs, dans ces territoires-là, ce n'est pas une option. Ils doivent pouvoir avoir ce facteur de compétitivité. Et donc, les vétérinaires disent, on a une approche libérale qui marche, elle est éprouvée. Et puis, on a un autre type d'approche, une approche plutôt collaborative. Un exemple a été cité ce matin et repris, donc, et qui connaît aussi des difficultés, mais c'est quand même un point important. La synergie PSE-Veto, ça a été cité sur le territoire Nièvre-Yonne, et puis ça a été aussi cité donc, par Frédéric Jaffray ce matin. Dans tous les cas, qu'on utilise la voie de gauche ou la voie de droite, je ne vous dis pas qui est à gauche, qui est à droite, en l'occurrence, mais dans tous les cas, il est absolument nécessaire, et c'est heureux puisque c'est un thème de travail très important, d'approfondir la relation éleveur-vétérinaire par le suivi sanitaire permanent. C'était très net dans le dossier du sud de la Vienne, Yves, et c'est quelque chose qui était vraiment un apport important. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de travailler ensemble grâce à ce suivi sanitaire permanent. On va y revenir. Alors, quelles solutions nouvelles? Encore une fois, je n'ai pas épuisé le sujet des solutions existantes, mais quelles solutions nouvelles? La première idée, même si ce n'est pas totalement nouveau, mais c'est d'aller plus loin en termes de mutualisation. Alors, la mutualisation, vous allez voir, il y a quelques exemples que j'ai retenus. Non, mais je vous en prie, J'ai le choix. La mutualisation. Bon, la première question, c'est à quelle échelle? Et donc là, l'idée, c'est d'avoir plutôt une approche en entonnoir. L'approche en entonnoir, c'est un peu comme le principe de subsidiarité. Si on peut, d'abord, entre entreprises voisines, sur le même territoire, est-ce qu'on peut mutualiser des choses entre deux cliniques vétérinaires du Loir-et-Cher ou d'ailleurs? C'est la solution privilégiée lorsqu'elle est encore possible. D'accord? Si c'est plus tout à fait possible ou plus tout à fait efficace ou parce qu'à certains endroits on ne peut pas le faire, à l'échelle peut-être d'une organisation professionnelle vétérinaire, alors le président Larcher est très attaché à l'échelle départementale et elle est probablement très souvent pertinente, mais quelquefois peut-être à l'échelle régionale. Et puis si vraiment c'est pas possible, que la situation est très dégradée, on sait qu'il faudra peut-être avoir quelque chose à organiser autour des DPPP, en clair, autour de l'État. Mais vous savez, on parlait de situation en Europe. Ce matin, ça nous était rappelé. Si vous prenez une carte de la Finlande, vous regardez le nord de la Finlande, il n'y a aucune solution entre entreprises voisines parce qu'elles sont à 100 km l'une de l'autre. Et donc, évidemment, il y a une intervention de l'État à un moment donné. On n'en est pas là, parce qu'on n'a pas une situation aussi dégradée sur le plan territorial, mais c'est quand même quelque chose à voir. Une fois qu'on a défini l'échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, la Sarthe, continuité de soins dans la Sarthe. L'idée, c'est quoi? C'est là, on va travailler entre entreprises voisines, 3 ou 4 équipes de garde rurale pour l'ensemble du département, peut-être avec un numéro d'appel unique, un secrétariat spécialisé, peut-être avec un logiciel d'optimisation des déplacements.
Ça, c'est vraiment l'organisation sur 3 ou 4 points. Et une clinique d'urgence canine au Mans. Alors, avec, si possible, une aide directe aux astreintes, parce qu'il est possible qu'il y ait un surcoût pour organiser les astreintes. Alors, pourquoi dans la Sarthe? Parce que c'est possible dans la Sarthe pour des raisons géographiques. Je vous ai remis une carte de la Sarthe. Vous avez une grande ville au centre. Avec une clinique d'urgence canine, on dessert tout le département. Hein, en gros, un rayon de 45 minutes, on dépasse les limites du département. Et ensuite, avec 3 ou 4 points, un au nord, un à l'ouest et un au sud-est, on est capable de couvrir le département en termes de quantité de soins. Mais pourquoi c'est possible? Grâce à cette géographie, grâce à ces voies de communication. Si j'essaie de faire ça dans le sud de l'Ardèche, c'est mort. Je ne peux pas, parce que le territoire n'est pas le même. Deuxième exemple, les prophylaxies, alors en Dordogne ou en Ardèche. Là, la situation, vous vous rappelez, c'était des situations de crise ouverte dans la typologie de Lucile ce matin. Là, il faut pouvoir s'organiser différemment. Donc des campagnes organisées collectivement et non plus par chaque clinique vétérinaire, parce que ce n'est plus possible. Soit par l'OVVT en relation avec l'OVS, donc une organisation professionnelle, soit par la DDPP, si ce n'est pas possible de le faire, hein, je reprends ma subsidiarité de tout à l'heure. Mais ça suppose de probablement changer, effectivement, la conception qu'on a des tarifs de prophylaxie. Et pour revenir un tout petit peu sur le débat qu'il y a eu ce matin, l'idée, ce n'est pas de rester dans une négociation départementale, parce que là, c'est ni aux éleveurs de payer pour ces handicaps, ni aux vétérinaires de payer pour ces handicaps. Il faut trouver une solution et probablement, on y reviendra, avec une aide là-dessus permettant de prendre en compte la structure des élevages, notamment quand on a beaucoup de petits élevages. La prophylaxie, c'est compliqué, hein, simplement. Et quand je dis prophylaxie, on pourrait parler de police sanitaire au sens plus large, mais la prise en compte des déplacements aussi, parce qu'effectivement, les caractéristiques de ces territoires font que on ne peut plus rester même dans la structure tarifaire précédente. Et puis, peut-être des aides aussi aux investissements de contention pour les éleveurs pour essayer de faciliter le travail lorsqu'on a des petits élevages qui ne sont pas forcément toujours bien équipés, ce n'est pas forcément simple, et pour que ça puisse bien se passer. Alors ça a beaucoup été déjà évoqué, donc bon... un peu défloré le sujet, mais bon, quand même un point très important. Lucile l'a bien montré ce matin, lorsque le phénomène arrive à la connaissance des éleveurs, des DPP et donc des élus locaux derrière, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est de remonter le temps et d'agir avant par une gestion prospective du maillage. Donc c'est une logique d'anticipation permettant d'observer et comprendre, évidemment à l'échelle de chaque territoire, susciter donc des solutions locales d'abord, identifier précocement les points difficiles. Donc l'idée, c'est de faire remonter la pendule à l'envers pour essayer de gagner du temps et d'anticiper. Il reste plusieurs questions. D'abord, c'est l'échelle pertinente, département ou région. Encore une fois, probablement plus souvent le département, mais dans certains cas, la région. Et puis la structure, est-ce qu'il faut créer une structure ad hoc? Est-ce qu'il faut confier cette mission à une structure existante avec une gouvernance probablement adaptée, au PV, au PA, à voir. Mais c'est un point extrêmement important. Ça, pour nous, c'est un des éléments majeurs de ce travail et de cette année. Sur les aides directes, finalement, on a assez peu de demandes d'aides directes qui sont remontées à travers les AMI. Et donc, mais en revanche, il y en a. Il y a en direction des éleveurs, et on a au moins 2 exemples, l'aide au déplacement. Donc ça a été cité notamment à Thionville ou dans l'Aude. C'est-à-dire de dire, finalement, lorsqu'on a des éleveurs qui sont très isolés ou très éloignés de leur vétérinaire, est-ce qu'il ne serait pas logique de prendre en charge, sous forme d'aide directe, le surcoût par rapport à un déplacement moyen qui pourrait apparaître comme normal, de l'aide à l'équipement, notamment de contention, je cite le Nord du Cher, l'Aude encore, qui l'ont cité. Et en direction des vétérinaires, ce qui est ressorti, c'est l'aide à la continuité de soins en finançant des astreintes. Financer les astreintes, en gros, c'est financer le vétérinaire lorsqu'il ne travaille pas, lorsqu'il est là parce qu'il doit être là. Lorsqu'il travaille, a priori, il va se débrouiller pour être financé, mais l'idée, c'est que le temps où il en faut un, alors qu'il n'est pas mobilisé effectivement, donc c'était l'idée peut-être, ou une déclinaison de l'idée de payer en temps de paix pour ce genre de choses. Et donc j'arrive à 2 points importants et non résolus à ce stade. Je
suis à peu près raccord avec les 5 minutes qui me restent, mais qui sont 2 points quand même importants. Donc, alors, les 2 points, 2 dilemmes, donc c'est la télémédecine, sur lequel on va revenir, si vous voulez bien, et puis la contractualisation. Alors, d'abord, la télémédecine. Alors, la télémédecine, en fait, le constat qui remonte très majoritairement, alors on a vu que ce n'est pas unanimement, on a eu plusieurs éléments où on a donné des très bonnes idées sur la télémédecine, mais le constat, c'est qu'il y a une forte résistance des vétérinaires et il y a une faible appétence des éleveurs. Donc avec ça, on n'est pas sorti d'auberge quand même, parce que franchement, là, on est... Alors. Et en fait, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que ce qui est vu, c'est télémédecine égale téléconsultation. Or, ça, c'est extrêmement réducteur. D'autant que la téléconsultation amène, et c'était visible, y compris dans nos débats aujourd'hui, tout de suite un certain nombre de craintes que je vais exprimer de manière assez brutale. Téléconsultation égale entrisme des affairistes distants, donc on n'en veut pas. OK. Si on aborde le sujet comme ça, et si notre seule préoccupation, c'est de mettre une rustine ou d'être étanche par rapport à ça, c'est dommage parce qu'on risque de louper l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notamment... Par exemple, la téléassistance, la téléexpertise ou la télérégulation à côté de la téléconsultation, qui garde une utilité, on va le voir. Mais ça, c'est un point important. Et puis, l'autre élément, très net, c'est on le fait déjà, on a le téléphone. Je vous rappelle juste un truc, l'enjeu de la télémédecine, c'est d'avoir quelque chose qui soit sécurisé, qui soit traçable et qui soit monétisable. Jusqu'à preuve... J'ai fait comme le président Larcher. Je suis assez fier de moi. Oui, j'ai encore un peu de mien, je suis d'accord. Et... C'était trop. Donc, excusez-moi, je suis désolé. On le fait déjà par téléphone. Or, le téléphone n'est ni sécurisé, ni tracé, ni monétisable. Donc, il faut des outils professionnels. Et ça, on se rend compte que finalement, il faut le reconnaître. Alors, comme ça a été rappelé ce matin par Claire, la télémédecine, on y est allé vite parce qu'il fallait y aller dans le cadre en 2020, donc c'est un petit peu difficile. L'idée, c'est probablement reprendre les choses à froid autrement. Donc, effectivement, il y a des applications identifiées en télémédecine. Alors, un point qui est très important, c'est de bien distinguer les professionnels de l'élevage d'un côté, pour lesquels la téléexpertise est clairement quelque chose qui peut être utile. On en a parlé, par exemple, j'ai pas beaucoup d'élevage de volailles, j'ai un problème d'élevage de volailles, je fais appel à la téléexpertise. Voire à la téléassistance, ça c'était notamment par exemple pour l'équine ou pour des choses comme ça. Et pour des détenteurs non professionnels, avec un très bel exemple dans l'Île-de-France, alors là, la télérégulation ou la téléconsultation, en plus, parce que la téléexpertise peut être nécessaire, peut effectivement amener des réponses. Mais en tout cas, l'idée à retenir, c'est la télémédecine ne se résume pas à la téléconsultation, et même sur le sujet qui nous occupe, on peut dire que c'est très peu de la téléconsultation. Contractualisation. Contractualisation, on va faire un constat très différent. On a une forte résistance des vétérinaires et une faible appétence des éleveurs. Donc, on n'est pas sorti non plus. Le problème, c'est un problème de définition. Et en particulier, est-ce que la contractualisation, c'est obligatoirement du conventionnement ou pas? Et puis, les autres modalités sont moins connues. Et il y a une double crainte, clairement exprimée pour les éleveurs, pareil, dans les questionnaires éleveurs, de payer pour des services absents ou inutiles, et de l'autre côté, pour les vétérinaires, de perdre du chiffre d'affaires en passant sur ce mode de rémunération. Là aussi, si on prend le problème à froid, on peut dire les critères d'indication, quand on regarde ce que l'on a à financer, on a le suivi sanitaire permanent qui est en pleine refondation. On a aussi des services ponctuels à la demande et des urgences classiques. Et puis, on a de plus en plus des services programmés, des suivis de troupeaux, ce genre de choses. À l'évidence, sur les formes en vert, ici, on a un champ ouvert à la contractualisation naturelle. On est sur une consommation prévisible, on est sur des choses qui sont assez faciles. Et donc, là, c'est un grand champ de contractualisation privée. Et franchement, les choses devraient pouvoir se faire assez facilement en restant dans le champ de la contractualisation privée. Est-ce qu'il faut aller donc, première solution, on contractualise ce qui est en vert et on garde une facturation à l'acte pour tout ce qui est en bleu. Deuxième solution, on va aller plus loin et on se rapproche, et c'était aussi une des propositions, notamment dans l'Aude, de regarder précisément le conventionnement. On peut regarder, mais en tout cas, on a toute une palette d'outils, et l'idée, c'est de ne pas s'enfermer, là aussi, dans une idée préconçue, et de regarder ce que peut apporter la contractualisation, notamment sur les services indiqués ici en vert. Une piste de solution pour télémédecine et contractualisation,
c'est des expérimentations pilotes sur la base de territoires volontaires et avec un cadrage méthodologique. Et là aussi, il faut savoir que dans l'AMI, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y avait un comité scientifique, et le comité scientifique a joué un rôle vraiment important et je pense pourrait apporter un rôle d'encadrement direct extrêmement fort sur les expérimentations pilotes. Mon dernier écran est celui-là. Les éléments de conclusion. Bon, premièrement, il y a eu un énorme boulot dans les 11 territoires. Encore une fois, on n'a pas rendu justice, on n'a pas pu tout dire. Vous avez bien mobilisé les acteurs, c'est super. Deuxième point, le plan d'action personnalisé mais boîte à outils commune avec, on l'a vu, une méthode. Cette logique, je pense qu'il est vraiment important, cette nécessité d'anticipation. Donc l'image qu'on a prise, c'est d'essayer, comme dans certaines filières industrielles, de se dire mais comment les choses vont se passer dans 5 ans, est-ce que l'on peut faire des choses, toujours en prévisant les initiatives professionnelles, en regardant s'il doit y avoir un support public ou pas. Les outils existants mobilisés ou adaptés, et donc quelques outils nouveaux. Donc une boîte à outils pas forcément rutilante et avec que de l'électronique, mais vraiment adaptée au territoire. Et le dernier point, c'est que la suite de la démarche pourrait être notamment les 2 opérations pilotes qu'on vient de citer, et puis aussi que d'autres territoires, parce que les 11 territoires n'épuisent pas le sujet, avec la même méthode, puissent s'engager aussi dans une réflexion locale. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir trop dépassé, et je vous remercie de votre attention.